Dans les réussites, je mettrais un travail autour des politiques de lecture et en particulier touchant à la question de l'avenir des médiathèques. On a travaillé il y a quelques années avec une région, un département et une communauté de communes à la création d'une nouvelle médiathèque. Mmh. Et la chance a voulu que très en amont de la création de cette médiathèque, il y ait un travail fait par une petite équipe de designers, de sociologues, avec les habitants de ce territoire, avec les élus, et qu'en fait, avant de se lancer dans un programme architectural, dans une réflexion sur le bâtiment, en fait, on les a aidés à mener une réflexion sur, au fait, de quoi a besoin votre territoire aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et qu'est-ce que vous allez faire demain, quels sont les usages culturels que vous aimez, que vous pratiquez, mais aussi quels sont vos besoins au-delà des besoins culturels. Il y a des problèmes de chômage, il y a des problèmes il y a des problèmes sociaux dans ce territoire. Donc, comment est-ce qu'on essaye d'imaginer un équipement public qui va arriver et qui colle au mieux aux réalités des besoins de ce territoire. Et donc tout ça, c'est fait par une démarche qui a duré 4 ou 5 mois environ, où l'équipe est partie en immersion dans ce territoire, à essayer de comprendre ce qui se jouait, a vu qu'il y avait des problèmes, a fait des hypothèses pour essayer de sortir de ces problèmes, a testé ces hypothèses en utilisant des méthodes issues du design, comme le prototypage rapide ou la production de scénarios. Et tout ça a donné lieu à un plan d'usage, c'est-à-dire une espèce de représentation de la future médiathèque. On fait comme si elle existait et on met côte à côte tous les services qu'on imaginerait dans cette future médiathèque. Et c'était assez intéressant parce que le résultat de cette enquête, c'était que les gens voulaient pas simplement un lieu de consommation culturelle, en fait, ils voulaient aussi un lieu où on puisse écrire soi-même des ouvrages, donc être auteur. Ils voulaient aussi parler d'emploi dans ce lieu parce que il y a des gens qui veulent plus, des chômeurs qui veulent plus aller chez Pôle Emploi et qui cherchent un autre lieu pour parler d'activité professionnelle. Et donc, on a imaginé un lieu qui, à la fin, devenait une espèce de tiers-lieu. Et la conséquence de tout ça, c'est que les habitants ont été associés dès en amont, bien avant plusieurs années avant que la médiathèque soit conçue, et qu'aujourd'hui, cette médiathèque, d'abord, elle existe. Son accroche, c'est la médiathèque dont vous êtes le héros. Elle a en moyenne 3 fois plus de public, c'est-à-dire au bout d'un an d'ouverture de cette médiathèque, 9 000 sur 18 000 habitants avaient déjà adhéré à la médiathèque, ce qui est absolument énorme en termes de taux d'adhésion. Aujourd'hui, la moitié des activités menées par la médiathèque sont en réalité menées par les habitants. Il faut aussi dire que les méthodes de ce type ne sont pas toujours des succès. Je pourrais citer un projet sur lequel on a travaillé avec une ville du nord-est de la France, dans lequel on avait mené un travail avec les équipes très intéressant sur la carte jeune. Beaucoup de collectivités ont des dispositifs supposés sous forme de cartes club, supposés donner des avantages, là en l'occurrence aux jeunes, pour qu'ils aient des prix sur des produits culturels ou des représentations au théâtre. Cette carte ne marchait pas très bien, donc elle nous fournissait un excellent terrain pour essayer de comprendre ce qui ne marchait pas et comment on pouvait améliorer ça. Et donc l'enquête, la démarche a été plutôt intéressante, mais on s'est aperçu chemin faisant qu'en fait l'équipe avec laquelle on était en train de faire ce travail était en très mauvais état, qu'une partie de l'équipe était en burn-out, qu'il n'y avait pas du tout la taille critique et même les investissements capables de répondre aux solutions qu'on était en train de proposer. De se donner les moyens de concrétiser le projet ou d'appliquer les recommandations qui ont... Absolument. Et là, en tant qu'équipe de designers, on doit assumer sa part de responsabilité. C'est-à-dire, on peut dire c'est la faute à pas de chance, mais on peut aussi se dire on aurait quand même peut-être pu un peu vérifier avant, en fait. On aurait pu s'assurer qu'il y avait bien un niveau de disponibilité, d'intérêt des équipes
et des moyens d'investissement après coup déjà présents. Là, ça nous a rappelé en fait que quand on travaille, quand on exerce des démarches de design sur des sujets sociaux, sur des sujets de politique publique, on doit peut-être encore plus qu'ailleurs être très respectueux et très responsable en tant que professionnel. On doit se doter d'outils. Nous, on a appris après ça qu'il fallait toujours avoir des critères. Tout projet n'est pas bon à traiter avec des méthodes de design. Peut-être qu'il faut qu'il y ait des critères préalables à vérifier et noter sur une échelle de 1 à 5 et essayer d'objectiver en fait des critères pour voir si le projet est mûr pour une démarche de design ou s'il ne l'est pas. Et on encourage tous ceux qui pratiquent ces démarches à se doter d'indicateurs pour pouvoir dire non, ça on n'ira pas, parce que là, sur ce critère-là, c'est pas prêt. On pourra y revenir dans 6 mois, les choses vont évoluer, etc. Mais là, aujourd'hui, il ne faut pas le faire. C'est très intéressant ce que vous dites là, parce que nous, je fais juste un écho et un parallèle à ce qu'on fait nous comme type d'accompagnement sur le sujet du design dans les entreprises. Pour nous, notre responsabilité, c'est justement de nous assurer qu'en amont de toute démarche de design ou de toute intégration de designers dans une entreprise, il y ait les conditions favorables, parce que c'est déjà arrivé effectivement qu'un designer rentre dans une entreprise et développe, on va dire, toute une gamme de produits ou de services ou amène une nouvelle offre. Et on ne s'était pas assuré de la même façon qu'il y avait les ressources, la structure, l'organisation pour porter en fait le projet de design. Et ça a créé quelque chose un échec total également. Donc c'est exactement ce que vous venez de dire, applicable pour le coup aux collectivités et aux politiques publiques. Je pense qu'effectivement, on voit beaucoup ce genre de problème. Et ce qu'il faudrait, c'est à côté de la pratique, parce qu'on est un peu fasciné par les méthodes de design, il faut bien le dire quand même, elles sont cool, il y a un côté spectaculaire, mais tout ça cache le fait qu'elles ont besoin d'un cadre, il y a besoin de prérequis, il y a des choses aussi qu'elles ne peuvent pas faire, donc il y a un vrai risque aussi de surpromettre, oui. Et les designers peuvent, si ils réfléchissent pas sur leur propre pratique, ils peuvent être amenés à tout accepter, à faire des promesses qu'ils ne pourront pas tenir, des fois en étant convaincus qu'ils arriveront à le tenir, d'autres fois en étant un peu moins convaincus. Et dans tous les cas, effectivement, on sent qu'en ce moment, il y a besoin de dire quels sont les prérequis pour que ça marche, quoi. Il y a les prérequis financiers, décisionnaires, des moyens qu'on est prêt à y mettre. Il y a aussi un prérequis de professionnalité, c'est-à-dire qu'il y a un vrai risque aussi, sous le vocabulaire de design, de faire travailler des non-designers. On a dans l'équipe et autour de nous des gens dont c'est le métier, et j'ai l'impression qu'il y a une forme d'éthique minimum à ce que ce soit des gens de la profession avec leurs responsabilités professionnelles. Il y a aussi un besoin de rétex et de retour d'expérience et d'évaluation. Là, il y a encore du boulot à faire quand même pour que voilà, les démarches de design ne sont pas des opérations divines qui pourraient s'abstraire de toute mesure, de tout travail d'évaluation. Et donc, plus on arrivera à mesurer l'écart entre la promesse et la réalité, plus on professionnalisera, en tout cas ça invitera à professionnaliser cette discipline.